Salut tout le monde, bienvenue à ce huitième vidéo dans la playlist Le design d'un jeu. Dans ce vidéo, je vous raconte, en accéléré quand même, la petite histoire de mon design Prelude to Rebellion. En fait, là, le point de vue, mon point de vue comme designer de cette histoire-là. Là. Évidemment, ça l'aide si vous êtes un petit peu à l'aise avec le jeu, là, puis que vous connaissez le jeu un petit peu. Là. Sinon, il y a peut-être des affaires que je vais dire que pour vous, vous allez avoir de la misère à vous situer un petit peu, mais c'est pas nécessaire, là. J'aborde vraiment cette aventure-là, là, comme genre comment j'ai passé à travers ce design-là et quelques petites twists spéciales qui me sont arrivés en cours de route. Sans surprise, l'histoire générale suit pas mal la trame de la playlist qui s'achève. Fait que, tu sais, là, les étapes que j'ai parlé, j'ai pas mal passé à travers tout ça. Là, je répète que en date d'aujourd'hui, j'ai développé deux jeux, mais j'ai designé un seul jeu. Fait que c'est certain que je me suis beaucoup inspiré du jeu que j'ai designé, qui est Prelude to Rebellion, pour faire la playlist. N'empêche que il est arrivé une couple de moments clés dans l'histoire là, que je vais vous partager ici. D'abord, puis c'est pas inhabituel, le design officiellement, là, cette fameuse conversation-là que j'ai eue avec mon ami Pierre-Emmanuel après une partie de 1989, si je me trompe pas, c'était en 2012 et le jeu a été publié en 2018. Ceci dit, je répète, ce n'est pas inhabituel. Vous allez même avoir beaucoup de gens qui vont vous parler de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans pour faire maturer un jeu. Évidemment, pendant ce temps-là, on ne travaille pas sur le jeu full-time, 8 heures par jour, 7 jours sur 7. Là. Moi-même, sur la période de 6 ans, là, il y a eu des grands bouts où j'ai pas touché au jeu pour une raison ou pour une autre. Écœur en titre, en attente de quelque chose. On l'a mis sur une tablette là, parce que là, ça nous dit plus rien, puis on se dit à quoi bon de travailler là-dessus. Là. Bref, on passe par un roller coaster d'émotions, comme on dit. Là. Fait qu'il faut pas voir ça comme du travail à temps plein, mais typiquement, là, ces espèces d'aventures-là, là, qu'on fait un peu là, avec notre motivation personnelle, là, c'est long. C'est un peu comme quelqu'un qui fait des rénaux chez eux. Là, si c'est pas une pièce dans laquelle il vit au quotidien, comme sa cuisine, là, genre des rénaux de sous-sol, là, des fois ça prend du temps en esti. Parce que bon, on n'est pas au sous-sol, puis on fait ça là, entre la job, la famille, les amis, les sorties, les loisirs. Là, fait que quand il ne reste plus rien de ça, là on descend au sous-sol, puis on va faire quelques bricoles. Fait que ça s'étire, ça s'étire, ça s'étire, puis c'est normal. Bon, je l'ai dit, j'ai commencé le jeu en français. Euh, j'ai pas, moi en tout cas, spoté d'intérêt du côté français à l'époque. J'avais approché Nuts Publishing, qui était peut-être le plus gros publisher français de Wargame. Ah, j'avais jasé une petite affaire avec eux autres, mais à un moment donné, j'avais plus de nouvelles. Puis j'étais revenu à la charge une fois, deux fois, mais tu sais, ça, faut comprendre que c'est un peu comme quand on courtise une fille. Tu sais, si ça fait deux, trois fois que vous la rappelez puis qu'elle vous rappelle pas, là, faut comprendre le message à un moment donné, là, puis faut regarder ailleurs. C'est là où je dois une fière chandelle à quelqu'un qui s'appelle Marc Guénette. Je le salue s'il est à l'écoute. Marc Guénette, qui est l'organisateur du groupe Stack Academy, une assez grosse convention de gaming, typiquement au début mai, dans les environs de Montréal, là, mais qu'il y a même du monde qui, comme toutes les grosses conventions, du monde qui font du millage pas mal pour y aller. Là, puis on a des petits spin-offs du Stack Academy, là, un samedi à tous les 2 mois à peu près. Là. Il y en a eu un justement samedi dernier. Fait que, bref, Marc organise ce groupe-là, mais surtout, Marc était très bien plugué auprès de GMT, auprès de Compass, parce que Marc fréquentait déjà des événements, comme j'ai parlé, GMT East, euh, Carnage, qui est une convention de gaming au Vermont, aux États-Unis. Peut-être même, je ne sais pas si la convention de Compass existait à ce moment-là, mais bref, Marc connaissait certaines personnes dans l'état-major de GMT puis dans l'état-major de Compass, savait que je travaillais sur un jeu, savait que je voulais le soumettre à eux autres une fois que le jeu a été traduit. Fait que Marc m'a vraiment écrit des espèces de lettres de recommandation où, tu sais, plutôt que ce soit moi, Marco Poutré, le nobody, qui envoie mon design puis qui approche ces gens-là, ben, c'était fait par l'intermédiaire de Marc.
qui était comme capable de leur dire Hey, tu sais, salut, Steve vieille branche, comment tu vas? Puis tu sais, là, il était capable d'avoir une approche beaucoup plus friendly avec ces gens-là. Puis de dire Hey, tu sais, j'ai quelqu'un que je connais qui a fait un design, je t'invite à y jeter un œil. Ça, c'est le fameux bout que je parlais là, dans ma playlist, là, de prendre mon design peut-être puis de le faire monter un petit peu dans la liste ou de le mettre un petit peu plus au-dessus de la pile pour augmenter les chances là, que les éditeurs s'y intéressent, eux autres qui sont typiquement flodés de toutes sortes de demandes. Fait que je le remercierai jamais assez parce que je suis pas convaincu que sans ça, j'aurais attiré l'attention là, de ces maisons d'édition-là. J'ai eu un premier oui de Compass des semaines plus tard, si c'est pas des mois plus tard. Ma mémoire, en passant, moi, c'est pas ma force, là. De la misère à me rappeler de ce que j'ai mangé hier pour souper, là. Fait que, mais je me rappelle que ça a été long en hostie, là. Quand j'ai eu le go de Compass, là, honnêtement, il a fallu que je relise le courriel 2 fois pour dire on parle-tu vraiment de moi, là? Tu sais, c'était pas. Ça faisait tellement longtemps que le courriel avait été envoyé que moi, si j'avais lancé la serviette, puis pour moi, c'était comme c'était mort dans l'œuf, puis j'étais encore là au point de départ là, quand tu as trouvé une maison d'édition. J'ai reçu le fameux contrat de M. Bill Thomas, le président de Compass Games. Dans le temps, Compass Games, c'était deux associés, Bill Thomas et Ken Dingley. Ken est parti depuis ce temps-là, là, puis il est parti complètement ailleurs. Là. Je pense qu'il fait du hiking en permanence. Il se promène un peu partout dans le monde, si je me fie à Facebook. Là. Bill Thomas est resté. Là. Bill, disons, c'est pas le people's person de Compass Games. Là. C'est quelqu'un en tout cas, là, il y a une approche très particulière, on va le dire comme ça, tandis que Ken était super, lui, tu sais, friendly, puis super vocal, puis tu sais, enthousiaste, puis tout le kit. Là. Je trouve que vraiment, Compass a beaucoup perdu avec le départ de Ken, là, au moins au niveau relations publiques, là, mon point de vue. Là. Fait que je reçois le contrat de Compass Game, je lis ça, tout est beau. J'arrive pour signer ça, puis là, je vois que dans le contrat, euh, puis là, tu sais, c'est un contrat extrêmement générique. Là, tu sais, c'est un copier-coller. Là, bon, c'est un autre designer, fait qu'on prend le contrat vierge, on fait changer les dates, puis le nom du jeu, puis le nom du designer, puis on pitch ça. Là. Mais dans le contrat, je vois que c'est un détail, mais tu sais, Chris, j'avais pas genre 15 jeux d'expérience derrière moi. Là, c'était mon premier contrat que je signais, fait que je voulais être certain de pas me faire avoir puis de pas faire d'erreurs stupides. Là. Mais dans le contrat, il y avait une date, genre le jeu sera le matériel final du jeu sera remis pour telle date. Puis là, tu sais, c'était tight, là, la date, là, c'était proche. Puis là, moi, à ce stade-ci, tu sais, je me disais, oh Chris, je suis pas prête, là. J'avais un peu, là, le design poireautait, le prototype poireautait sur une tablette. Chris, j'avais pas d'éditeur, fait que je mettais pas de gaz là-dessus. Mais là, je dis, le temps que je remette la machine en marche, puis tout le kit, je serais pas prête pour cette date-là. Fait que j'écris à Bill, j'envoie un email à Bill, puis je dis, hey, on peut-tu changer la date, la date qui est là, parce que bon, c'est serré, puis je suis pas certain que j'aurais besoin d'un petit peu plus de temps là, pour m'assurer de livrer un produit final. Et là, je vous le montre parce que c'est important, ben c'est pas le vrai contrat, c'est juste moi qui ai retapé la phrase, mais asti que c'est drôle, ça, la vie, là, la vie est drôle en crise. Alors voici ce que Bill me répond. Faut comprendre que Bill, je le disais, est un homme de peu de mots. Il va toujours répondre, souvent tout en caps lock, comme ça, tout en majuscule, puis des phrases très courtes. Fait que là, je répète, je viens de demander à Bill, on peut-tu changer la date à laquelle je vous remets le matériel parce que c'est bientôt, puis là, moi, il faut que je dépoussière mon design, puis tout le kit. Et là, lui me répond ça, that's it. That is final, please sign an initial. Fait que là, je suis calisse. Ouais, c'est rough, c'est comme en voulant dire, ta gueule, c'est final, ce petit contrat-là, c'est à prendre ou à laisser, signe ça, puis initiale ça, puis j'en ferme ta gueule. Ce que j'ai appris plus tard, c'est qu'en fait, notre ami Bill voulait écrire, c'est fou ce que deux lettres peuvent changer dans une phrase, That is fine, please sign an initial. En voulant dire, c'est bien correct, crisse la date que tu veux, puis mets tes initiales à côté, puis that's it. Fait que, sorry, fait que c'est un peu débile quand on y pense, mais cette hostie de phrase-là, sec, avec une mini faute de frappe dedans, que j'ai eu de Bill, m'a donné le coup de pied au cul pour dire
fuck it, je m'en vais pas avec Compass. Alors je suis revenu à la charge auprès de GMT. Puis j'ai dit à GMT, hey, tu sais, vous avez reçu un courriel de Marc Guénette, c'est un design, nanana, puis là, tu sais, je suis sur le point de signer le contrat avec Compass, mais j'aimerais bien mieux être avec vous autres, puis tout le kit. Puis là, asti de coup de théâtre, c'est le cas de le dire, Andy Lewis de GMT me dit, dans ses mots à lui, là, dis fuck you à Compass, on va te publier. Ah ben, câlisse, là, je me dis, my God, GMT, là, je capote si je cours partout dans la maison. Compass m'a dit oui, puis GMT m'a dit oui. Alors, je dis à Compass, fuck you. Je m'en vais à bras ouverts avec GMT. Et là, je me rends compte que. Fait que là, je demande à GMT. Pour moi, GMT, c'est une bien plus grosse boîte, mais à cette époque-là, là, on est peut-être genre en 2015-ish. À cette époque-là, GMT n'est pas organisé de la façon que j'ai parlé, là, avec une équipe de développeurs et tout ça. Fait que je dis, bon, ça va être qui mon développeur? Ils vont dire, ben, tu peux t'en trouver un. Ça va être qui mon artiste? Ben, tu peux t'en trouver un. OK, puis allez-vous m'aider un petit peu? Ouais, tu sais, on est bien occupé, nanana. D'habitude, les designers, bon, câlisse. Fait que là, je me dis, j'aurais pas plus d'aide d'eux autres, nécessairement. Puis là, je dois dire, j'ai la fucking chienne du P500. J'ai la chienne du P500 parce que j'imagine mon jeu obscur sur le Bas-Canada arriver sur le P500 et mourir d'une agonie lente et douloureuse au bout de 3-4 ans là, parce qu'il est installé à 200 précommandes de quoi de même. OK? Fait que là, je regarde les autres high flyers sur le P500. À cette époque-là, comme je dis, là, GMT est pas mal plus vite sur la gâchette pour mettre des jeux sur le P500. Puis les jeux meurent sur le P500. C'est un fait, les jeux meurent souvent sur le P500. Fait que je me dis, Chris, no way, je sortirai pas du P500. Fait que ça se fait pas en 5 minutes, cette affaire-là. Là, il s'écoule quelques semaines quand même, là, où je me remets en question, puis tout. Et finalement, je décide certains diront que c'est pathétique, mais je reviens en rampant vers Compass Games et je lui dis, bon, ben, parce que Compass, eux autres, c'est une garantie de publication. À 1000 copies au lieu de 5000, mais quand même, c'est une garantie de publication. Alors, je reviens en rampant vers Compass Games, sûr et certain qu'ils vont me dire, ah ouais, ben, t'as voulu aller voir du côté de GMT, mon Chris, ben, sèche, puis ton style de design, torche-toi avec, puis on veut rien savoir. Et je me sens vraiment, là, vraiment comme le gars qui a trompé sa femme, euh, là, qui l'aime, puis qui est heureux avec, puis tout le kit, là, puis qui l'a trompé pour aller voir une pitoune, la pitoune étant GMT, là, puis que là, le regrette style l'adultère et revient là, vers sa femme, s'il te plaît, reprends-moi à la maison, puis je le ferai plus, puis tout le kit. Je me sens vraiment comme ça, là. Et à ma grande surprise, Compass Games dit, ben oui, reviens avec nous autres. Aucun, tu sais, me font pas filer cheap, rien, là. C'est comme, ben oui, tu peux revenir avec nous autres. Par contre, je suis tout autant laissé à moi-même avec Compass Games, mais au moins j'ai une garantie de publication. Je suis tellement laissé à moi-même chez Compass Games, j'ai retrouvé le post, c'est drôle, là. Donc, voici le post sur BGG que j'ai fait sur le forum général dans la section Wargames sur BGG. Open Call for a Developer. Ça date du 30 mars 2016 avec moi-même ici, qui explique en gros là, que bon, ben, j'ai été accepté. Mon design va être publié par une compagnie que je ne nomme pas. Puis je suis à la recherche d'un développeur qui peut m'aider, puis puis là je dis si vous êtes intéressé, envoyez-moi un peu genre l'équivalent de votre CV, je vais vous envoyer les règles, vous allez pouvoir les lire, puis on va jouer une game avec Vassal, puis si ça clique, let's go, on va faire équipe. Puis c'est là que Curtis Kitchens, pour ceux qui ont mon jeu, a été un des deux, trois gens qui ont répondu à l'appel. Puis honnêtement, tu sais, Curtis, si je l'ai jamais rencontré, il reste au Texas. Euh, J'étais assez autonome quand même dans mon design. Curtis a été plus euh, un playtester peut-être qu'autre chose, qu'un développeur. Il m'a pas challengé sur une foule d'affaires. Il n'a pas vraiment contribué au rulebook. Fait que bon, tu sais, quand on trouve un playtester comme ça, un développeur, c'est-à-dire comme ça, un peu à la pêche, là, ben voilà, on récolte ce que l'on sème. Fait qu'il est crédité comme développeur. Il y a eu une copie gratuite du jeu, je pense. Mais au final, on a joué quelques games ensemble. Il a joué quelques games avec sa gang. Fait que c'était plus un enhanced playtester qui vraiment là, essayait le jeu dans son entourage puis me rapportait du feedback groupé.
Marc Rodrigue a accepté de faire le graphisme de mon jeu. À cette époque-là, était moins impliqué peut-être dans le graphisme des... maintenant, là, je pense qu'il bosse un petit peu pour Fort Circle Games, ceux qui ont fait The Shores of Tripoli. Euh, mais Marc, à cette époque-là, avait toujours rêvé, entre autres, de faire une map là, du Bas-Canada là, ou du Canada en général. Fait qu'un peu par enthousiasme, embarque dans le projet, comme tous les intervenants là-dedans, étant donné qu'il est enthousiaste, il fait probablement une petite fleur à Compass par rapport au taux qu'il charge habituellement, ce qui permet à Compass de l'embarquer dans l'histoire. Moi qui ne laisse jamais une dette non payée, je vais finir par repayer Marc en étant le développeur de Bayonetta et Tomahawks, qui va être le prochain vidéo, là. Mais j'ai eu ce coup de pouce-là aussi de Marc pour vous montrer des exemples de grandes décisions qu'on prend. On va retourner à l'ordi, là. Mais là, il faut être familier avec le jeu, là. Mais ceux qui, dans le dernier vidéo, ont vu cette map-là, puis ont dit, Chris, qu'est-ce que c'est ça, cette style d'affaire-là? C'est qui ces faces de bonhomme-là? Ça ressemble pas pantoute à la version finale. Ben, jusqu'à très longtemps dans mon design, là, comme je disais, j'avais les leaders patriotes et loyaux qui se trouvaient sur le board. Puis à un moment donné, tu sais, j'avais cette espèce de feeling-là qui est de dire, ah, c'est trop de chrome, c'est trop de gossage. En tout cas, je rentrerai pas dans les détails de comment que ça marche, mais c'est un hostie d'affaires. Puis, puis à un moment donné, il y a une phrase qu'un testeur, appelons-le George Young, a dit. C'est que par rapport au leader, il disait, j'ai pas l'impression que ça l'amène, il le dit comme ça, des meaningful decisions, des décisions importantes. J'ai pas l'impression que les décisions que je prends par rapport au leader, ça fait une différence, puis c'est important. Puis ça a été le coup de pied au cul, puis quand je disais, là, c'est déchirant, parce que là, j'avais ma super belle map qui avait été faite par Mathieu. Puis là, de ditcher les leaders, là, ça veut dire que là, ça laisse des trous hosties un peu partout. Là, puis, tu sais, c'est... Quand je disais, il faut jamais laisser l'esthétisme de son jeu aller à l'encontre d'une bonne idée, à un moment donné, j'étais rendu convaincu qu'il fallait enlever les leaders, mais je dois dire que moi-même, j'ai été un petit peu ses breaks, puis j'étais un petit peu réticent, parce que je me disais, ah, que ça va être de valeur de perdre ces belles faces-là flavorful qu'on a sur le board. Fait que là, c'est carrément l'exemple d'être un peu en amour avec son design ou d'être un peu lâche ou paresseux, d'avoir à demander à quelqu'un de modifier un design graphique là, aux fins d'une amélioration au niveau gameplay. Et pourtant, c'est le gameplay, évidemment, qui doit primer dans votre jeu. Fait que c'est rempli de décisions pas faciles de même. Et chaque jeu a son histoire de dire, ah, si au début, il y avait telle patente, puis on s'est débarrassé de ça, puis envoyé donc. Fait que, il faut ce qu'il faut. Mais à un moment donné, ces grosses décisions-là, il faut les prendre. Je vais vous montrer quelques erreurs de production qui peuvent arriver en cours de route. Ça, c'est vraiment folie, là. Mais bon. Puis il y a beaucoup de ces erreurs-là, à la limite, là, qui sont, j'allais dire, invisibles à l'œil nu, là. Mais bon, vous allez comprendre. Fait que voici que moi je trouve personnellement superbe, là. Voici le box cover. C'est pas tout à fait la boîte, là, mais voici l'image qui a été utilisée pour faire le cover de la boîte de Prelude to Rebellion. C'est évidemment la même image qui a été utilisée pour faire le rulebook. Ceux qui ont le jeu, là, je vous invite à sortir le rulebook de la boîte puis à comparer le dessus de la boîte et le dessus du rulebook. Et vous allez voir que l'image du rulebook, qui est celle-là, est en moins bonne résolution. Vous voyez qu'on voit un petit peu plus le grain de l'image. C'est un peu moins crisp, la résolution est un petit peu moins bonne. Ben, c'est tout simplement que c'est pas. On avait envoyé à un moment donné pour approbation un fichier à Compass pour dire voici l'image qu'on voit pour le cover du rulebook et de la boîte, êtes-vous d'accord? Puis on dit oui, oui, oui. Quand est venu le temps d'envoyer à la production, ils ont envoyé le fichier haute résolution pour le cover de la boîte, mais ils ont envoyé le fichier en basse résolution pour le rulebook. Tu sais que ça tient pas à grand chose. Autre exemple d'erreur, ça c'est extrêmement funny. Vous voyez ici la géographie. On a Mégantic, puis on a Beauce à l'extrême, dans le fond, à l'extrême est de la map. Par contre, si on regarde la version finale de prod, nous avons Beauce ici et Mégantic. Alors, Beauce et Mégantic ont été inversés. Ça a absolument, ceux qui savent jouer, ça n'a absolument aucun impact sur le gameplay parce qu'il n'y a pas de concept d'adjacence dans ce jeu-là ou de connexion ou peu importe, là. Les tracks essentiellement pourraient être n'importe où. Mais Beauce et Mégantic ont été swappés. Et à ce stade-ci du design, tu sais, là, quand Marc a fait la map finale puis a mis ça beau, là, j'ai jamais cliqué, j'ai jamais allumé. On a continué à jouer, on a continué à le tester comme si de rien n'était.
Puis l'emplacement de Beauce puis Mégantic, bon, c'est sûr, si ça avait été Saint-Hyacinthe qui avait été ici, j'aurais allumé, là. Mais le fait que Beauce et Mégantic soient inversés, là, personnellement, j'ai jamais euh, allumé là-dessus, là. Ah, quoi d'autre? Il y avait quelqu'un, je pense, Marc Guénette, ironiquement, of all people. Il manquait la première carte. Il y a 147 cartes dans le jeu, là. Il manquait la première carte dans sa boîte. Ça, il y a des petites erreurs, des fois, de production comme ça, là, boîte par boîte. La première fois que tu entends parler de ça, là, ou surtout au début, quand le jeu vient de sortir, là, comme je disais, tu chies dans tes culottes en hostie, là, parce que tu te dis, est-ce que tout le monde, il lui manque la première carte? C'est la fin du monde. Pas plus tard que samedi dernier, Gilles Paré, que je salue au passage, si tu es à l'écoute, ouvre sa boîte. Il y a un de ses dés de scoring qui est carrément un dé qui devrait pas exister. C'est un dé avec quatre faces pareilles. Il n'y a aucun dé qui devrait avoir plus que trois faces pareilles. J'ai même aucune idée comment ce dé-là a été fait en production. J'ai rechecké ma copie est correcte. J'ai rechecké une autre copie que j'héberge chez nous pour quelqu'un en attendant est correcte. J'ai pas eu d'autres feedbacks comme ça. C'est peut-être même la seule boîte sur les 1000 qui est comme ça. Mais pour vous dire qu'il arrive des petites affaires. Moi, j'ai remarqué que la bande de couleurs des cartes, vert pour patriote, rouge pour loyal, puis gris pour neutre, des fois, il y a des petites, des petites nuances de teinte. Ça n'a aucun impact, là, parce que quand on a les cartes dans nos mains, de toute façon, là, ça fout rien, là. Mais c'est toutes des petites affaires comme ça qui peuvent se produire. Puis mon point ici, c'est de n'oubliez jamais que le consommateur, le gamer, qui va acheter votre jeu, va l'évaluer dans son ensemble. Il évaluera pas. Vous pouvez avoir le meilleur design si la production est botchée. Les gens vont planter votre jeu dans les ratings, vont planter votre jeu avec raison sur BGG. Fait que malheureusement, comme designer, on est un petit peu tributaire. Moi, j'ai été chanceux, je dois dire que Compass a fait une production de qualité, un mounted board et des cartes de bonne qualité. Les dés de scoring, là, normalement, là, ils sont vraiment gravés, là, sont très beaux. Les cubes aussi sont beaux. Mais si votre maison d'édition botche votre jeu, ça va vous faire mal à vous autres, entre guillemets, comme concepteur, même si vous y êtes pour absolument rien là, dans cette portion-là, là, je dirais, là, du cycle. Et en terminant, euh, je vais vous montrer, fait que là, ça, c'est le bout. Ben, je le prends en bien, là, personnellement. Là. Ben, checkez ça. Bon, faut dire que c'est la vente. C'est la vente de Noël de Compass là, qui dure pendant 2 mois de temps. Là. Il y a des rabais sur tous les jeux de leur catalogue. Là. Je vais mettre ça clair. Là. Mais on s'entend que l'ampleur du rabais va être en fonction de comment vite ils veulent écouler chacun de leurs jeux. Là. Fait que n'ajustez pas votre appareil. Normalement, mon jeu sur le site de Compass, ça se vend 109 pièces US. Il est présentement en rabais à 35 pièces US. Je dis pas ça pour que vous l'achetiez, je dis ça pour vous montrer comment Compass Games est désespéré d'écouler les copies qu'ils ont dans leur inventaire depuis bientôt 4 ans. Là. OK? Fait que, câlisse, là, c'est comme genre 60-80% de rabais quasiment. Là. 70, 60, 75% de rabais probablement. Là, c'est un peu hallucinant. Là, au point où mon ami Marc Rodrigue a organisé une commande groupée, je pense, de 15 copies pour des gens au Québec. Là, parce qu'à ce prix-là, si tu peux rentabiliser le shipping, c'est quand même assez écœurant. Là. Mais bon, c'est pour dire que probablement que si vous demandez, je pense que Bill Thomas, je l'ai peut-être déjà dit, mais Bill Thomas a déjà dit, que Prelude to Rebellion a été notre lowest seller ever. Et pourtant, un de leurs jeux les mieux cotés ever. Mais l'obscurité du thème nuit beaucoup aux ventes. Fait que Compass a vendu plein de copies de ce jeu tout croche, puis tout pété, puis tout cassé, puis mal testé, puis mal foutu, juste parce qu'il y avait un thème intéressant, là. Mais le mien, disons que s'il pouvait revenir dans le temps, peut-être qu'il publierait même pas, ce qui est un peu ironique et paradoxal. Bref, c'était la petite histoire de Prelude to Rebellion. On peut faire un genre aussi de Ask Me Anything dans les commentaires, s'il y en a qui veulent savoir des choses. J'aurais pu compter ce qui est arrivé à chaque semaine, là, mais je suis allé vers les highlights. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, je fais la même chose, puis Marc Rodrigue pourra me corriger, là, mais je vais faire la même chose de mon point de vue avec Bayonets et Tomahawks dans le prochain vidéo. À plus!